gauche-droite toute cette affaire. Il ne faut pas mélanger ça avec le conflit gauche-droite. Républicain à l'époque de Reagan, voilà, ou avant. Et, pour des raisons trop longues à expliquer, il était rentré en contact avec Arafat et avec les Palestiniens. Mais c'était un type qui venait d'un district rural de l'Illinois aux États-Unis. Et alors, j'ai relu l'introduction de son livre. C'est assez beau. Il explique comment il y a eu campagne après campagne, avec financement venant entièrement de l'État, avec des militants venant de New York, de Chicago, etc., pour militer pour ses adversaires. Et après avoir réussi une fois à résister à ces campagnes, il a perdu l'élection et depuis il a disparu. Mais son livre est très intéressant. Il donne des exemples très concrets d'une personnalité après l'autre, d'avocats, d'hommes politiques, etc., qui chaque fois se font casser parce qu'ils disent un petit quelque chose. À l'époque, ils disaient seulement qu'il fallait parler à l'OLP, ce qui était interdit à l'époque. On parle des années 70. Évidemment, on l'a fait dans les années 90 quand l'OLP a besoin de capituler. Mais je veux dire, il y a un moment donné, c'était impossible même d'entrer en contact avec Arafat. Et c'était même sur l'administration Carter. Maintenant, Carter écrit ses beaux livres, la paix par l'apartheid, mais quand il était président, les contacts avec l'OLP, c'était entièrement caché. Il en avait à travers ce type. Mais alors, comme les autres le savaient, ils ont saboté. Il a été démoli. Alors, c'est comique parce qu'il était dans un endroit qui était l'endroit où était né Abraham Lincoln. Comme Lincoln était républicain, tous les présidents républicains allaient en pèlerinage d'une certaine façon dans la ville où il était né. Et Reagan faisait campagne et donc il devait aller faire ce pèlerinage. Alors, il raconte de façon très comique comment toute l'équipe qui s'occupait de la campagne de Reagan a fait en sorte de ne pas rencontrer Finlay, qui était de son propre parti, donc qui était supporter. Et partout ailleurs, évidemment, le président rencontrait les membres de son parti qui étaient congressistes, mais là, le Finlay, il ne fallait pas qu'il y ait une photo de travers, etc. On pouvait le voir avec Finlay. Il raconte de façon assez comique. Et il raconte aussi l'histoire de Bob Hope, qui n'est sûrement pas quelqu'un de ma tendance, qui était un comique, mais qui avait été dans la guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, dans la guerre de Corée, qui avait soutenu Nixon dans la guerre du Vietnam, et qui l'avait invité à faire une espèce de, faire un spectacle pour soutenir sa campagne, que ce film-là avait. Et ils étaient amis. Donc, nouveau, on parle de gens de droite, des gens vraiment pas du tout de ma tendance, c'est pas ça la question. Mais il était ami, et le type a complètement, comment dire, il n'a pas pu venir. Et donc il s'était battu pendant la guerre en Corée et tout, mais la pression des milieux qui sont venus, qui lui ont dit vous ne pouvez pas aller faire un fundraiser, vous ne pouvez pas aller aider à récolter de l'argent pour ce fidèle, il n'a pas pu le faire. Et Steve n'était pas un terroriste, il n'avait rien fait, il n'était pas antisémite, il voulait seulement qu'on parle à l'OLP, on a fini par faire, mais au mauvais moment, enfin trop tôt. Donc c'est comme parler au Hamas maintenant. Bon. Et donc si vous ne comprenez pas ça, à mon avis, je ne vais pas passer toute la nuit à ça, mais parce que je voudrais parler arriver au deuxième point, au dernier point, qui est comment dirais-je, ce que le mouvement pro-palestinien, s'il veut être efficace, devrait faire par rapport à cela. Si vous êtes d'accord avec cette analyse. Je sais que beaucoup de gens sont choqués par cette analyse et je ne peux pas vous convaincre avec ces exemples, mais alors je vous invite à lire sérieusement Blanquefort, Finlay, Mersham Wood, enfin d'autres livres sur la guerre en Irak aussi, sur les causes de la guerre en Irak, etc. Et puis, d'en discuter entre vous. Moi, je ne peux pas faire un cours de 15 heures, il faudrait développer plus, mais je vous donne quelques exemples qui me paraissent impressionnants. Alors, pour moi, la question fondamentale, c'est ça. C'est que si le mouvement pro-palestinien peut être efficace, et il faut quand même reconnaître, malgré votre courage, malgré votre dévouement, etc., que j'admire, qu'il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace parce que ça fait des années que le conflit dure. Le mouvement palestinien non plus n'est pas efficace, entre parenthèses. C'est difficile de trouver des mouvements de libération aussi peu efficaces, aussi peu unifiés, parce que si vous prenez les Algériens pendant la guerre d'Algérie, les Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam, les Sud-Africains, etc., pendant l'apartheid, ils ont été beaucoup plus... ils avaient un objectif qui était bien défini, ils s'y tenaient tous, et les gens qui étaient solidaires défendaient cet objectif. Il n'y a pas des trucs où on dit un jour de retour, un autre jour pas, des trucs comme ça. Il y avait one man, one vote, pas trop américain au Vietnam, indépendance d'Algérie, etc. Il y avait des objectifs clairs auxquels on se tenait et auxquels les gens qui étaient dans le monde de solidarité soutenaient. Ici, il y a toutes sortes de... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a toutes sortes d'hésitations. Mais pour moi, si on accepte que
c'est l'intimidation, les campagnes de, comment dirais-je, les campagnes d'intimidation, de pression, de dénonciation, etc., qui sont la raison pour laquelle les hommes politiques ne font rien, ne se taisent, etc., ils se taisent tout le temps, alors la principale chose à faire pour le mouvement pro-palestinien, c'est de s'attaquer à ça, et donc de défendre la liberté d'expression. J'avais pensé faire un petit laïus général sur la liberté d'expression, je ne vais pas le faire. Je vais me limiter à la question du conflit. D'accord? Parce qu'après, il y a la question générale de la liberté d'expression, je le défends aussi, mais je ne peux pas faire ça maintenant. Je peux le faire si vous avez des questions. Mais ça me paraît évident que beaucoup d'hommes politiques, d'abord, premièrement, on peut voir l'opinion. Prenons l'opinion. Si vous prenez les sondages d'opinion, ils montrent une très grande hostilité à Israël dans l'opinion publique maintenant européenne. Donc c'est pas que l'opinion pousse les hommes politiques et pro-israéliens, ça c'est fini. Alors ça c'est aussi une remarque, parfois on dit oui mais c'est parce qu'on est raciste, on n'est pas des musulmans, etc. Mais ça c'est une erreur, je veux dire, parce que c'est vrai que pendant la guerre froide, on nous a vendu, comme je l'ai dit, Israël, le rempart contre le communisme, etc., le nationalisme arabe et tout ça, et il y a beaucoup de gens qui ont cru, et c'est vrai que quand on a créé Israël, la mentalité était très coloniale, mais l'eau est passée sous les ponts. Je connais personne en Belgique qui veut conquérir le Congo, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens en France qui veulent conquérir l'Algérie. Je veux dire, si on parle de colonialisme au sens classique du terme, c'est quelque chose qui est passé, qui n'est pas dans la mentalité des gens, et qui continue en Israël ou même dans les territoires occupés. Et donc ce n'est pas une position réellement populaire, cette position, et je ne pense pas que ce soit la raison. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'hostilité à l'islam, de racisme, etc. Mais il est alors vis-à-vis des gens qui sont ici, des personnes qui veulent conquérir ces pays, les attaquer, etc. Et donc, je pense que ça, c'est pas une explication, ça c'est aussi une chose que j'aurais dû dire. Et pour moi, le problème principal, l'opinion, comme je dis, elle a changé, donc c'est pas l'opinion, c'est le fait que les hommes politiques ont peur, et les journalistes, et les intellectuels. Et quand on parle entre deux portes, tout le monde dit ça. Les gens disent on ne veut pas critiquer Israël. Ce n'est pas vrai, comme je l'ai dit au début, on peut. Dans un certain cadre qui ne soulève pas la profondeur du conflit, on reste dans le mythe de deux États, de dialogue pour la paix, des trucs comme ça, qui sont simplement une façon de maintenir le statu quo. L'histoire des deux États, Israël me fait toujours penser à quelqu'un qui aurait acquis illégalement un territoire, enfin, qui aurait illégalement un morceau de terrain. On lui dit vous devez abandonner ce morceau de terrain. Il dit d'accord, je vais l'abandonner, mais je vais d'abord construire une maison. On lui dit maintenant vous êtes bien avancé, vous allez abandonner le terrain et la maison. Il dit d'accord, je vais abandonner le terrain et la maison. Et je vais construire une deuxième maison. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça c'est ce que font les Israéliens, à mon sens, depuis 67. Et donc ils parlent, et puis ils avancent la colonisation, etc. Et donc on pourrait au moins leur dire que ça commence à bien faire et qu'il faudrait cesser de se moquer de nous. Mais les hommes politiques, à mon avis, n'osent pas, et je pense que c'est essentiel d'adopter une tactique qui consiste à défendre les droits des gens, tous azimuts, indépendamment de si on les aime ou pas, et de façon simplement d'un point de vue légal. C'est-à-dire, moi je prends un point de vue du droit. La Déclaration universelle des droits de l'homme, ou probablement la Constitution suisse, française, etc., inclut tous des clauses sur la liberté d'expression. Déclaration universelle, article 19, les gens ont le droit de dire leur opinion, tout. Il ne dit pas opinion quand elle est validée par des ligues de vertu antiracistes, des trucs comme ça. Bon. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, mais je pense qu'il faut arriver à un point où on défend les opinions des gens qui disent un mot contre le lobby, contre Israël, etc., contre les guerres au Moyen-Orient, même s'ils ne sont pas de notre bord, même s'ils n'en disent pas assez, même s'ils ne sont pas assez pro-palestiniens, même s'ils ne sont pas ça, etc. Il faut dépasser le sectarisme, et je vais vous donner un exemple, Chirac un jour a dit, si l'Iran a l'arme atomique, qu'est-ce que ça peut faire? Ils ne vont jamais l'utiliser en premier, parce qu'il sera atomisé après 5 minutes. Tout le monde lui est tombé dessus. Je peux vous envoyer une vidéo, une conférence que j'ai faite sur le sionisme à Paris, où non, presque personne n'est venu. Vous êtes à Paris, c'est difficile de faire venir des gens pour parler de ça. Et il y avait aussi des mails qui avaient circulé pour dire que bon, mais enfin, elle a été filmée, heureusement, elle a été mise sur le web, et au montage, on a mis toute l'affaire avec Chirac, c'était surréaliste. Il était président de la France.
Alors on l'aime ou on l'aime pas, ça c'est pas ça la question. Si le président de la France peut être mis à genoux sur une déclaration pareille qui est juste, qui est banale, qui est triviale, d'accord? Alors si on peut le mettre à genoux là-dessus, vous n'avez pas imaginé que le maire d'une grande ville, ou un homme politique, ou un ministre, je ne sais pas quoi, va prendre des positions contre Israël. Les types ont compris. Puisqu'on donne des baffes à tout le monde, évidemment, à tout ce qui bouge, évidemment, les autres ne bougent pas. Alors après, des gens qui ont tendance à m'expliquer tout par les intérêts géostratégiques me disent, regardez, le Congrès, il est unanime. Et je vais expliquer pourquoi il était unanime. Parce que le type Finlay là, qui a bougé, on lui est tombé dessus. Cynthia McKinney qui a bougé, on lui est tombé dessus. Elle a perdu son poste. Cynthia McKinney, c'est une femme afro-américaine qui est, je crois, dans le 4e district de la Géorgie, si je me rappelle bien, donc dans le sud, dans un endroit où tous les candidats sont noirs, où tous les candidats sont démocrates. Et là, au lieu de lui mettre un opposant, on lui a mis un opposant dans les primaires. Et l'opposant dans les primaires était super financé, etc. Exactement comme les adversaires de Finlay, elle a perdu. Ouais, elle a pu en regagner, enfin c'est compliqué, mais elle a tout un livre, elle a écrit d'ailleurs des tas de choses sur la façon dont ça fonctionne. Mais c'est le même principe en Europe. Et donc je pense qu'on peut ne pas aimer X ou Y, mais vous devez vous rendre compte que par exemple Daniel Mermet, certains écoutent peut-être l'émission là-bas où j'y suis, là-bas si j'y suis. Ben, il a été poursuivi pendant des années au tribunal parce qu'il avait laissé à l'antenne un message qui avait été mis sur son répondeur et qui était jugé antisémite. Donc c'est vraiment un détail, hein, c'est pas lui qui l'a dit, c'est un truc sur le répondeur, il laisse son répondeur, puis il laisse passer les auditeurs, les trucs des auditeurs. Donc, il n'a pas censuré un auditeur. Alors il a été poursuivi pendant, ça durait 4 ans, il a fini par gagner à la Cour de cassation, à la Cour d'après, je ne sais pas, mais ça a duré 4 ans. Morin, d'origine juive, a été poursuivi parce que dans le monde, il avait cité la phrase de De Gaulle sur le peuple dominateur et sur de lui, qui est une phrase du général De Gaulle, qui est le plus grand en politique française. Alors, il a été poursuivi pour ça. Ciné, qui est un dessinateur ultra polémique, a fait un article dans Charlie Hebdo où il a dit, voilà, je vais vous donner exactement la citation. Il a dit, Jean Sarkozy, digne fils de son paternel, est sorti presque sous les applaudissements de son procès incorrectionnel pour délit de fuite en scooter. Le parquet a même demandé sa relaxe. Il faut dire que le plaignant est arabe. Il dit ce n'est pas tout. Sarkozy, alors ça c'est la phrase incriminée, Sarkozy vient de déclarer vouloir se convertir au judaïsme avant d'épouser sa fiancée juive et héritière des fondateurs de Darty. Il ira loin dans la vie, il fera du chemin dans la vie ce petit. Il a perdu, il dit que les autres disent qu'ils n'ont pas licencié, mais en pratique il a été foutu à bord de Charlie pour cette phrase-là. Alors qu'un peu avant, Patrick Gaubert, qui était président de la Ligue Crayami de Sarkozy, dit le fils de Sarkozy. C'est lui qui le dit. Donc c'est avant, c'est la source où Ciné a trouvé la phrase. Il dit le fils de Sarkozy, Jean, vient de se fiancer avec une juive, héritière des fondateurs de Darty, et envisagerait de se convertir au judaïsme pour l'épouser. Dans cette famille, on se souvient finalement d'où l'on vient. Donc c'est la même phrase, sauf que la conclusion est positive est vue positivement par Gaubert et négativement par Ciné. D'accord? Alors, il a été poursuivi. Il faut dire que Ciné, il a fait en 68 des dessins où vous voyez des nonnes se masturber en s'enfonçant un crucifix dans le vagin. Je veux dire, vous trouvez ça de bon goût ou pas, on ne peut pas dire que ce n'est pas un type qui est excessif. Comparé à ça, je ne sais pas ce qui est excessif dans cette phrase. Ça a été toute une affaire. Évidemment, il était au tribunal, il y a eu des pétitions contre lui, etc. Lui-même, évidemment, a trouvé malin de diaboliser Dieudonné. Alors, je vais peut-être faire quelques remarques justement. Je vais donner un autre exemple. Il y a eu une question dans un examen de médecine à Bichat, non, à Paris 7, pardon, une question d'examen de quelqu'un qui était le professeur, est un ami à moi, c'est Oberlin. Il a fait des cours de médecine humanitaire, pas de médecine humanitaire. Moi, j'ai intervenu dans son cours cette année, donc je sais bien ce que c'est pas un truc de médecine. Et il a posé la question suivante aux étudiants. Il a parlé d'un bombardement dans la bande de Gaza où 22 membres d'une même famille sont morts. 22. Il a dit quelle est là ou quelles sont les qualifications des crimes perpétrés. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Point d'interrogation. Ça, c'est la question d'examen. D'accord? Ça fait tout un ramdam, etc. Scandale, l'université, etc., etc. Consterné, etc.
dans la cour optionnelle. Après, ils ont essayé de saboter, etc. Alors, je pourrais vous donner un autre exemple, je trouvais surréaliste. Il y a quelques semaines, il y a une institutrice primaire d'un petit village en France qui a fait dessiner des croix gammées à ses élèves pour illustrer la notion de symétrie. C'est vrai que c'est symétrique, c'est un peu plus différent qu'un plan rond, un carré. Et je veux dire, on n'a pas, à ma connaissance, on n'a jamais prouvé qu'elle a fait ça par sympathie pour le nazisme. D'accord? Mais ça fait toute une affaire, article dans le monde, convocation à l'académie, etc., etc. Alors évidemment, si vous êtes dans un climat pareil, où on tire sur tout ce qui bouge, comment voulez-vous qu'un homme politique, à moins d'être un héros, ce qu'ils ne sont pas, en général, un kamikaze, va aller la contre, comme on dit en Belgique, c'est-à-dire il va aller s'opposer à ces choses-là, dire des choses. On tire sur tout ce qui bouge. Si vous laissez tirer sur tout ce qui bouge, il n'y a rien qui va changer. Vous pouvez vendre de l'huile d'olive de Palestine, vous pouvez distribuer des tracts sur les marchés, vous pouvez faire des manifestations, etc. Mais les gens, en plus, si vous faites des manifestations, je ne sais pas, sur X, Y, Z, le gouvernement n'aime pas, mais ces manifestations, beaucoup de gens qui aiment, ils ne peuvent rien faire, ils ne vont rien faire. Et donc, si vous ne vous battez pas pour libérer la parole sur cette question, pour que les gens puissent parler, alors, comme on ne peut pas tout aimer, on ne peut pas aimer tout le monde, on ne peut pas aimer tout ce qui se dit, je ne vous propose pas de défendre des discours que vous aimez, ou des personnalités que vous aimez, mais de défendre le droit des gens. Quelles sont les règles? D'accord? Si par exemple c'est un scandale de la programme, etc., est-ce que tel autre truc n'est pas un scandale, etc. Donc, je veux dire, si signer, c'est un scandale quand il fait sur Sarkozy, puis quand il dessine Lennon avec le crucifix dans le vagin. Je veux dire, si on ne reste pas dans cet esprit-là, on n'avance pas. Et c'est ça le point fondamental. Alors je peux terminer par exemple, parce que bon, je pense que peut-être le temps de passer aux questions. Donc vous connaissez par exemple le comédien Dieudonné. Alors, de nouveau, je ne vous demande pas d'aimer, c'est pas ça la question. L'opinion que vous voulez, vous pouvez être scandaleux, etc. Mais il est venu à Besançon en mars, donc il fait une tournée en France. Une tournée qui est un immense succès. C'est la catastrophe. La censure est la catastrophe. Et partout où on veut l'interdire, les tribunaux disent qu'il est interdit d'interdire. Ça c'est comique, c'est les ex-68 qui veulent interdire, les tribunaux qui disent qu'il est interdit d'interdire. On a plein de c'est comme ça. Et donc, moi j'ai un ex-68 mais j'ai pas tourné quand même. Bon, alors il y a un communiqué de l'association France-Palestine Solidarité qui s'intitule Dieudonné n'est pas le bienvenu à Besançon. Puis ils expliquent tout ce qu'ils lui reprochent, etc. etc. Bon. Donc, voilà, négationnisme, Le Pen, patati patata. Et le problème que je me pose, c'est ceci. C'est que la FPS n'est pas critique de cinéma, critique d'art, etc. Ils ne donnent pas leur avis sur tous les spectacles, tous les comédiens, etc. qui viennent. Et c'est injuste, c'est tout à fait injuste d'accuser Dieudonné d'être dans le mouvement de solidarité pro-palestinien, précisément parce qu'il n'y est pas, précisément parce qu'il n'y est pas, précisément parce qu'il sait qu'ils réagissent comme ça. Tout ce que Dieudonné veut dire en dehors, bon, enfin, pas tout ce qu'il veut dire, mais une des choses qu'il veut dire, c'est qu'il faut justement cesser de fonctionner dans ce carcan dans lequel se auto-imposer le mouvement pro-palestinien. Et donc, il est officiel. Et donc, le problème que j'ai avec ces gens-là, c'est que dans tout le texte, il n'y a rien sur le droit. Qu'eux n'aiment pas, et qu'ils n'ont pas les voir. On demande à nos militants de ne pas les voir. On va même manifester à l'entrée pour dire qu'ils ne peuvent pas venir. Ça, c'est très bien. Mais puis des interdits. Puis des gens qui empêchent qu'il ait une salle, qui l'empêchent de travailler. Quelle est votre position sur l'affaire du droit? Parce qu'après tout, le spectacle qu'il a fait dans toute la France, c'est un spectacle qui joue tout le temps à Paris. Il pourrait être interdit à Paris, mais à Paris, il a son théâtre. Enfin, le Loup, je ne sais pas quoi, peu importe, il a son théâtre. Donc, il n'est pas interdit. Mais s'il n'est pas interdit, c'est qu'il n'est pas si scandaleux que ça, sinon on l'interdirait. Mais si on devait l'interdire dans son spectacle, dans son théâtre, raisonnez bien, on devrait avoir un procès public. D'accord? Alors, on devrait peut-être comparer avec d'autres phrases. D'accord? On dit, on va sortir des trucs qu'il a dit qui sont choquants. D'accord? Il y a des trucs qui sont choquants. Alors, on devrait peut-être sortir d'autres phrases. Par exemple, un jour, on a demandé à la télé française qu'est-ce qui sépare l'homme du singe. Alors, la réponse, c'est la Méditerranée. Alors, évidemment, il n'a pas dit où était l'homme et le singe, mais enfin, c'est facile à comprendre, c'est peut-être pas très gentil pour les gens au sud de la Méditerranée. Par exemple, je ne vais pas vous lire tout le truc ici, mais il y a une chronique d'Adler, d'Alexandre Adler en 2005, où il parle d'une catastrophe qui pourrait être engendrée par
un claquement d'une mâchoire de primate. Et le primate ou le gorille, on l'aura reconnu, c'est l'apprenti dictateur du Venezuela, Chavez. On peut comparer Chavez à un animal. Bon, quand Badiou écrit son livre, pourquoi Sarkozy dit le nom, il a fait toutes sortes de considérations qui me sont très étrangères sur l'homme moral, l'homme et loup, etc. Et alors BHL s'est vendu dans un article disant que l'essence du fascisme, c'est de comparer, de parler d'êtres humains en termes d'animaux. Je suppose qu'il devrait poursuivre La Fontaine pour... Mais, ou par exemple, je vais vous citer un certain monsieur Axel Réouf. Récemment, Yannick Noah a été au spectacle de Dieudonné et il s'est fait prendre en photo avec Dieudonné, ce qui était très courageux de lui. Ils viennent de la même région, apparemment, leurs parents, leurs ancêtres viennent de la même région en Afrique. Et voici le commentaire d'un certain Axel Réouf. Que Yannick Noah aille au spectacle de Dieudonné, cela n'a rien d'étonnant. Malheureusement, le métissage crée souvent l'antisémitisme et la haine de l'homogénéité en général. Comment voulez-vous que des gens issus de la rencontre hasardeuse de deux cultures opposées, et n'étant en général considérés comme ni de l'une ni de l'autre, puissent supporter l'idée d'un peuple qui maintient la sienne depuis 3500 ans? C'est antiraciste, ça? Je sais pas. Alors moi, j'ai pas entendu les organisations pro-palestiniennes dire ça c'est scandaleux, etc. Donc, bon, je peux en finir avec le MPA, allons-y. 24 mai prochain aura lieu un spectacle de Dieudonné aux Zénith de Caen. Alors c'est combattre l'extrême droite partout, et quel que soit son visage, à propos de la venue de Dieudonné aux Zénith de Caen. Alors c'est quelque chose de très particulier parce qu'ils combattent l'extrême droite. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un truc sur le site du NPA. Mais je veux dire, en attendant, le Zénith est plein à craquer, tout le monde fait le signe de la quenelle, tout le monde chante Johanna. Je veux dire, c'est la pérésina de la censure. S'ils appellent ça combattre, moi j'appelle ça encourager. Je veux dire, ce qu'ils font, c'est encourager. Donc, ils pourraient au moins réfléchir 5 minutes s'ils ont 2 grammes de cervelle à leur tactique. D'accord? Et de nouveau, évidemment, rien sur le droit. Rien sur le droit. Alors, bon, moi je pense, bon, je vais terminer peut-être, vous verrez, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais bon, peu importe, il y aura la séance de questions. Moi, je ne suis pas trop pessimiste. Et je vais vous confier peut-être quelque chose qui montrera que mon problème rien avec l'antisémitisme, c'est que moi j'ai grandi dans une Belgique qui était très catholique. Enfin, une partie de la Belgique, enfin, la Belgique était toujours divisée, mais disons, une partie qui était très catholique. Et j'ai lu des livres sur le Québec, je ne connais pas bien l'histoire de la Suisse, mais il y a différentes régions, mais l'Italie, etc. On disait par exemple pour l'Italie, de Revel, vous verrez qu'il y a une époque où l'Église catholique pouvait faire le jour, la pluie et le beau temps, refuser, évidemment, interdire des orateurs dans les universités. Par exemple, Garaudy, avant longtemps, donc il soit révisionniste, longtemps avant l'affaire Garaudy, il était membre du comité central du Parti communiste français. Et un ami à moi voulait inviter à Louvain, à mon université, en 67, je crois, et l'université a voulu l'empêcher de venir dans la ville, l'empêcher d'avoir une salle dans la ville. C'est exactement comme Dieudonné, si vous voulez. Et maintenant, il racontait des milliers d'histoires comme ça. Et donc, ils étaient très puissants. Et ils contrôlaient ceux qui voulaient. Ils faisaient ce qu'ils voulaient là où ils étaient dans les pays où ils étaient puissants, l'Espagne, les pays catholiques, etc., éclaté. Et tout ça s'est effondré. Ils ne peuvent plus rien faire. Enfin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent entre eux, mais je veux dire, interdire les autres de s'exprimer, ça c'est impossible. Pratiquement. Je ne dis pas partout dans le monde, mais en tout cas dans nos pays. Mais alors, évidemment, maintenant, ce qui a remplacé ça, c'est la soi-disant, je dis bien soi-disant lutte contre l'antisémitisme, au nom duquel on essaie de faire taire tout le monde, depuis l'institutrice jusqu'à Chirac, tous les exemples que j'ai donnés, on reste enfin tous ces gens-là. Bon. Et moi, je crois à la force une certaine force de la démocratie et de la raison, c'est-à-dire, je pense que si on utilise les mêmes armes qu'on a utilisées contre l'Église, c'est-à-dire justement défendre le droit des gens, de dire ce qu'ils pensent, et de les confronter éventuellement, de les critiquer, et de ne pas les empêcher de parler, on finira aussi par vaincre le lobby. Et c'est la seule chose qu'on puisse faire pour les Palestiniens. Vous êtes
financière de vie. Parce que je veux bien pour les noms que vous avez cités en Belgique, mais le lobby est hyper puissant financièrement, au niveau des médias, au niveau des affaires, etc. Et je pense que là, malgré toute la liberté qu'on peut défendre, ce sera très difficile. Moi, je ne crois pas. Parce que si vous prenez l'argent, par exemple, qui est utilisé pour acheter le Congrès américain, c'est une affaire de 50 millions de dollars. C'est 50 millions de dollars qui dépensent. Mais seulement si vous utilisez cet argent de façon ultra sélective pour punir des Abouresques et des Cynthia McKinney, etc., qui dévient la ligne du parti, alors évidemment, vous n'avez pas besoin d'énormément d'argent pour faire taire tout le monde. Mais si vous faites sauter ce verrou, l'argent, on peut le trouver ailleurs. Par exemple, dans les campagnes avec Finlay, il a quand même, Finlay avait récolté assez bien d'argent finalement. Donc je pense que si les personnes en plus pouvaient dire, mais mon adversaire est financé par une organisation qui est en fait un agent d'une puissance étrangère, c'est l'adversaire qui est foutu. Il peut avoir tout l'argent qu'il veut, c'est lui qui est foutu. Si la France, la Corée, la Suisse, la Chine, etc., essayent d'acheter le Congrès américain, ça ne marchera jamais. Et donc, une des luttes qui est menée aux États-Unis, c'est de forcer les PAC, l'American Israeli Political Action Committee, donc un des principaux, il y a plusieurs piliers du lobby, mais un des principaux, celui qui s'occupe du Congrès, à être enregistré comme agent d'une puissance étrangère. Et ça a été, même Kennedy avait essayé ça. C'est pas très facile à obtenir, mais de nouveau, ça c'est une question de liberté d'expression. Et je ne pense pas que l'argent, parce que je ne crois pas, si vous voulez, à l'idée que toutes les banques, etc., que tout ça c'est uni. D'accord. Je pense qu'il ne faut pas surestimer, en tout cas sur la question palestinienne, la question israélo-palestinienne, l'homogénéité de la communauté juive sur cette question. Moi je pense vraiment que c'est vraiment les non-juifs qui doivent se libérer, commencer à dire ce qu'ils pensent et s'entraider entre eux. Et le jour où ils diront ce qu'ils pensent, les choses changeront aussi dans la communauté juive. Mais vous n'avez pas abordé la culpabilité morale qui règne en Occident par le massacre des Juifs. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas pour l'Église catholique, typiquement en Belgique, où il y avait plutôt des... Ah non, les meurtres de Jésus. Non, mais je veux dire, on peut facilement attaquer l'Église catholique de par, je sais pas, des épisodes comme l'Inquisition, enfin, on peut trouver plein de... L'Inquisition, vous l'avez dans les yeux, vous n'avez qu'à attaquer là-dessus. Mais c'est vrai que ça me fait, je suis désolé, mais ça me fait penser à un aspect concret, justement sur la culpabilité, que j'aurais dû, comment dirais-je, que j'aurais dû souligner. Parce que, bon, je voulais raconter, on m'a dit d'être concret, des anecdotes, et j'ai oublié de le dire dans l'exposé, je vais peut-être le faire en 5 minutes, des trucs qui me sont arrivés à moi, qui ne suis rien. Je suis rien. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un intellectuel influent, je ne suis pas un dirigeant d'un mouvement, rien. D'accord. Alors rien que quand vous voyez ce qui m'arrive à moi, qui n'est pas grave, je ne veux pas faire la victime, pas me plaindre. Simplement donner la mesure de ce qui arrive à quelqu'un qui dit ce que je dis. Et quand on voit ça, on comprend, c'est comme l'institutrice, on comprend quelque chose de... Alors, la première chose qui m'est arrivée, c'est que j'avais été invité par quelqu'un que j'avais rencontré à la Fête de l'Humanité à Paris, qui était quelqu'un d'origine, on va dire, nord-africaine, mais qui était plutôt communiste, et qui m'avait invité à Grenoble à parler. J'étais passé à Grenoble pour une autre raison. Elle m'a invité à parler dans une banlieue de Grenoble, où il y avait une salle un peu comme maintenant, du genre de choses dont je parle aujourd'hui. Et un représentant éminent de l'Union juive française pour la paix, Maclondy, a passé toute une journée pour essayer de convaincre des femmes en noir, bon, c'est un mouvement qui s'appelle les femmes en noir, de ne pas venir participer, de ne pas s'asseoir à côté de moi à la conférence. Et finalement, ils ont fait venir une femme en noir, mais de Caen, qui ont assez loin de Grenoble, pour avoir une interlocutrice face à un interlocuteur, une interlocutrice face à moi. Et pendant la conférence, il y avait encore, l'animateur était aussi quelqu'un musulman, mais il recevait tout le temps des SMS disant mais il ne faut pas parler avec moi, Torah, je vais donner, etc. Donc ça c'est comme ça que c'était ma première expérience. Un autre exemple, c'est que j'étais à une réunion à Paris pour organiser le boycott académique d'Israël. Donc ça c'est le truc le plus hard qui sort, c'est le truc où vous êtes considéré dans cette petite sorte. Bon. Alors, dans cette réunion, il y avait quelqu'un d'origine arabe qui dit mais les Palestiniens ne sont pas couverts de l'Holocauste.
Moi j'ai dit, mais non plus. On est né après la guerre, on est coupable de trucs qui sont passés avant notre naissance. J'ai dit nous non plus. Nous Belges, disons Français. Je veux dire, les gens nés après la guerre ne sont pas coupables de ce qui s'est passé avant leur naissance. Ça tombe tout de sens quand même. Pas une question de race. Ou bien alors, on admet la culpabilité collective, non seulement des Allemands, mais de tous les peuples européens, et elle est transmissible aux descendants. Et ça, c'est le sommet d'une culture qui n'arrête pas de se définir par son antiracisme. Alors ça, c'est pas mal. Hein. La culpabilité est transmissible aux descendants par l'antiracisme, moi je trouve ça pas mal. Et définie sur une base ethnique. Et donc, je dis ça, et quelqu'un qui est là, dans l'Assemblée, me dit, vous l'avez, et donc dans ce groupe restreint, ultra pro-palestinien, radical, me dit, vous l'avez un peu vite les mains de ce que vos parents ont fait pendant la guerre. C'est rien, mes parents. Vous ne savez pas qui j'étais. Sauf que je ne suis pas juif. Je veux dire, alors si on est comme ça dans un mouvement comme ça, bon, une autre réunion de ce mouvement, il y a un Anglais qui vient et qui dit, mais en Angleterre, c'est plus facile de faire BDS parce qu'il n'y a pas la culpabilité qu'il y a en France. Donc on ne nous dise pas que la culpabilité n'est pas utilisée comment, puisque même à l'intérieur du mouvement, on reconnaît que c'est une arme. Alors, Léla Chaïd, qui est une représentante de la Palestine en Belgique, a fait une conférence, et j'étais là, elle a fait le thème de la culpabilité, sans critiquer. Et moi j'ai dit, mais ils ne sont pas coupables, c'est passer avant notre naissance. Moi je dis ça partout et j'ai entendu partout. Bon. Et bien, j'avais une conférence planifiée à Bruxelles, sur la Palestine, elle était annulée. Vous ne pouvez pas me recevoir. Alors, il y a aussi la liberté d'expression. J'ai signé une pétition pour un type qui était mis en prison pour délit d'opinion. 1 an de prison, ferme, il en a fait 9 mois, pour délit d'opinion. Il s'appelle Vincent Renoir. Il est réellement d'extrême droite. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il est ultra d'extrême droite. Mais il a été mis en prison, il n'a pas touché quelqu'un, il n'a rien volé, il n'a pas insulté quelqu'un, etc. Justement, il a mis 16 pages contestant, disons, l'Holocauste sur le web. C'est-à-dire 1 an de prison. Moi, j'estime qu'on ne met pas les gens en prison pour délit d'opinion. Bon, on peut pas être d'accord, mais 1 an de prison pour délit d'opinion, non. Et donc, j'ai signé une pétition. Et après ça, je vais faire un séminaire dans un département de physique dans la région parisienne. On m'a téléphoné en disant, on ne peut pas vous recevoir. J'ai dit, mais pourquoi? On ne m'a pas écrit, on me l'a dit au téléphone. Et alors, j'ai dit, mais je veux bien venir et discuter de ça. Je vais parler d'autre chose, et puis on prend un café, on discute. La dernière en date, c'est que j'étais invité à parler des guerres humanitaires à la fête de l'humain. Et là, des gens sont venus, ils ont dit, s'ils parlent, donc c'était, je vais parler dimanche, le dernier jour, et samedi, les gens sont venus, ils ont dit, s'il vient, on casse tout. Alors, ils ont demandé au service d'ordre de la fête de me protéger, et puis, à la dernière minute, ils ont dit, non, on ne se protège pas. Et ça, c'est rien qu'avec moi. Hein. Et encore une fois, je suis rien. Moi, j'ai jamais rien dit, vous pouvez regarder tout ce que j'ai dit ce soir, c'est la même chose que ce que j'ai écrit. Je vous défie de trouver une seule généralisation péjorative sur les juifs ou sur n'importe qui d'autre, etc. Il n'y a rien. Vous pouvez toujours courir. Ça, c'est moi. Donc, si ça arrive à moi, vous comprenez que le type qui va être président de la République, il ne va pas en faire trop. Hein. Et donc, la culpabilité, vous avez raison. Mais la culpabilité, on peut l'envoyer au premier, on n'est pas coupable. C'est parce qu'on a intériorisé, ça se nous a enseigné. Ça. En fait, ce qui est comique, c'est que jusqu'aux années 60, l'Église maintenait que les Juifs étaient coupables du meurtre de Jésus. Quand ça a disparu, on est collectivement devenus coupables de l'Holocauste petit à petit. On a remplacé une culpabilité. C'était absurde dans tous les cas. Et donc, je pense que la culpabilité, c'est facile de s'en détacher, mais on n'a rien fait. Alors, ce que je trouve toujours comique, c'est qu'on doit être coupable. On doit se taire sur des crimes actuels à cause d'une culpabilité imaginaire sur des crimes du passé. Et bien sûr, toujours, comme je dis, culpabilité fondée sur une base ethnique et transmissible aux descendants dans une culture qui se vante d'être